忍びの時代は終わる。ここまでやるとはな、カワキ。お前も7代目と同じところへ送ってやるよ。俺は忍びだ。Cette scène, on va pas se mentir, est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que cette scène nous a donné envie de regarder Boruto, ou même de lire Boruto. On se pose la question, comment ça rejoindre le 7ème? Pourquoi il a la cicatrice? Pourquoi il a cet œil-là? Est-ce que 6 ans plus tard, on a la réponse à nos questions? Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo sert à déterminer si Boruto est une bonne suite ou un flop. Cette vidéo sera en 2 parties. Dans celle-là, il n'y aura pas de spoil. Assieds-toi convenablement et let's go. Des fois, en lisant certains tweets ou certains commentaires, je me pose la question, mais est-ce que les gens ont compris ce qu'était Boruto? Parce que le petit nous dit clairement, c'est mon histoire, pas l'histoire de mon père. Du coup, moi, j'étais là, posé sur mon canapé, je me disais, mais attends, donc ça veut dire ça va changer et tout. Puis je me dis, mais en fait, on prend pour une dinde. On passe du oh, on passe aussi de 3 poils sur chaque joue à 2 poils. Je me disais, mais attends, c'est comment l'originalité Morof Kishimoto? Tu m'as berné là. Mais pour voir cette originalité, il faut peut-être faire une recontextualisation. On part de la fin de l'œuvre Naruto, où les arcanes lunaires ont été réussis. Bien que les gens n'aiment pas la fin, Kaguya est arrivé, c'est-à-dire une Otsutsuki, une extraterrestre, elle est venue sur le monde ninja. Cette menace a été écartée par Naruto et ses compagnons, qui ont mis leur vie en jeu pour obtenir 15 ans de paix. Du coup, je ne comprends pas les gens qui se lèvent un beau matin et qui viennent comparer l'épisode 33 de Naruto avec l'épisode 33 de Boruto. Je trouve ça débile, puisque dans Naruto, on était déjà dans un monde en guerre. Et lorsqu'on commence une nouvelle histoire, il faut qu'on mette en place l'intrigue. Quand tu passes de 15 ans de paix où toutes les menaces ont été éradiquées, il est difficile de commencer bam d'un coup. Et la nouvelle menace a mis 15 ans à arriver. Pourquoi 15 ans? Parce que Kaguya n'était que les prémices. Dans le film Boruto, qu'on pensait qu'il n'était qu'un film comme ça, juste histoire de voir comment était Boruto, a fini par être une suite. C'est-à-dire qu'on a Momoshiki et son compagnon qui sont venus sur Terre. On se disait, waouh, Kaguya, c'était qu'une petite joueuse face à eux. Et notre protagoniste de Boruto a mis hors d'état de nuire Momoshiki. Ça allait le déposséder de tout. Il ne le savait pas et nous non plus ne le savions pas. Jusqu'à ce qu'on voit d'autres intrigues, d'autres menaces pour le monde ninja, en l'occurrence Konoha, l'organisation Kara, Kawaki, qui eux nous donnent des informations complémentaires sur les Otsutsuki et sur le Kama. Donc c'est toute cette chose-là qui va nous emmener à là où on en est 6 ans plus tard. Ça met certes du temps et ça demande de la patience, qui n'est pas facile pour tout le monde, mais c'est nécessaire parce qu'il faut garder une certaine cohérence entre l'œuvre Naruto et Boruto, qui est une suite qui pour moi est cohérente. On peut pas du jour au lendemain se dire, bon allez, premier épisode, bam, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est l'histoire de Boruto, non de Sasuke, non de Naruto. Et ces deux derniers ont été nerfs, comme vous dites vous les jeunes. Je sais que beaucoup s'indignent, on a vu des réactions quand ils se sont fait botter les fesses par Ishiki, mais il faut accepter qu'ils sont relayés au second plan. On ne doit plus attendre quelque chose d'eux. C'est l'histoire de Boruto les gars, c'est son histoire, laissez-le vivre. Mais il y a quand même un bon dosage parce que Naruto et Sasuke sont quand même les plus forts, mais Boruto et ses amis sont quand même confrontés à des menaces à leur échelle. On a Boro, on a Ao, on a eu l'examen de Chunin dans le film Boruto et dans le début de l'œuvre, quand ils sont allés au village de Kiri, ou même dans le pays du sable. Mais j'aurai le temps d'en parler quand je parlerai de l'anime. Jusque là, je n'ai qu'à été en surface. J'estime que toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont au moins à l'arc code. Donc là, pour entrer dans le vif du sujet, je vais parler de Boruto et de Kawaki, en commençant par le premier. Boruto, c'est quelqu'un à qui te souriait, c'est un enfant gâté, mais comme il manque d'affection, il fait des bêtises. Et c'est intéressant parce que Naruto, qui n'avait pas de parents et manquait d'affection, faisait des bêtises pour se faire remarquer, mais un parent peu présent cause aussi ce manque d'affection-là et fait faire des bêtises. Sauf que ce petit qui avait tout va en être dépossédé, et rien que ça pour le coup me tient en haleine. C'est peu commun. Généralement, un protagoniste, il part de rien pour tout avoir. Exemple Naruto. Et là, c'est fait de manière assez subtile. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'œuvre, on voit que Boruto prend en maturité. Il prend des meilleures décisions, il est conscient du nouvel enjeu qu'est Code, et que son père ne peut plus protéger le village comme il le faisait avant. Et le plus important, il reste fidèle à ses valeurs. Un exemple que j'ai, c'est quand Kawaki lui dit de transférer son Kama à Code, ce qui amènera sa mort, et il dit qu'il n'est pas forcément pour cette idée-là, et veut trouver une autre solution. Un Kama qui représente un danger pour lui et pour le village, ce qui a fait qu'à plusieurs reprises, il a perdu connaissance, ce qui laisse place à Momoshiki qui a même coûté un œil à Sasuke. Mais dans une autre rubrique que je ferai, j'aurai le temps de parler de Boruto spécifiquement. Kawaki n'est pas l'opposé de Boruto, en tout cas pour moi, il ne l'est pas. Mais je peux l'accorder à certains, ça pouvait être le cas au début
de l'œuvre. C'est intéressant de voir son développement parce que on connaît son passé et il a été assez facilement accepté à Konoha par les personnes qu'on suit en tout cas, peut-être pas le village. Lui qui n'a jamais connu l'amour dans sa vie se retrouve dans un environnement plein de bienveillance. Et c'est limite si Naruto, avec qui il partage un passé similaire, chose qu'il apprend de la bouche de Kurama, est plus un père pour lui qu'il l'est pour Boruto. Cette présence va avoir un fort impact psychologique sur Kawaki. Oui, cette dimension psychologique qui est souvent oubliée, ça va créer une obsession de Kawaki pour le 7e Hokage. Est-ce qu'il n'en ferait pas trop? En tout cas, la fraternité qu'il développe avec Boruto est belle. Moi, personnellement, j'aime bien. On passe de chamaillerie à la volonté de se sacrifier l'un pour l'autre. Et dans le manga, ça va bien au-delà de ça. Ça s'est même solidifié. Mais Kawaki et Boruto sont confrontés à une organisation. Kara. Quand on parle de Kara, personnellement, ça fait un petit hic. Je m'attendais pas à grand chose, mais à part 2-3 personnages, ils n'ont pas grand chose à proposer. On a Delta, Kashin Koji, shout out to Jiraiya Sensei et Jigen. Je mets Delta parce que c'est quand même quelqu'un qui a mis en difficulté Naruto. Comme j'ai dit plus tôt, c'est eux qui nous donnent plus d'informations sur ce qu'est le Kama, sur l'objectif de Jigen, un réceptacle d'Ishiki. Tout ça pour ça, encore un fruit du chakra. On voit certes que c'est une suite à Naruto, mais l'intrigue, t'as l'impression qu'elle se renouvelle pas trop. Mais à la fin de Naruto, on cherchait quand même à s'intéresser aux origines du monde, ce qui fait que c'est une suite cohérente. Cohérent pourquoi? Parce que quand ils viennent sur une planète, les Otsutsuki, ils viennent à deux. Ishiki était la personne qui était avec Kaguya. Kaguya qui l'a trahi. Elle a voulu avoir les papiers terriens et elle a trouvé son gars pour se marier avec. Une fois qu'elle a fait ses gosses, c'est bon, elle a les papiers. Bref. Sans mentir, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment être hype pour le manga Boruto. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu long, mais je gardais espoir, comme j'ai dit. C'est la scène du début qui nous fait rester. Même si petit à petit, c'est mon intérêt réel pour l'œuvre qui me fait continuer. Parce qu'on commençait à bien avancer. Pourquoi cet acharnement sur Kawaki? Boruto qui maintenant entre dans les plans de Ishiki et de Code. Parce que maintenant, le fait qu'il y ait un deuxième détenteur du Kama, ça fait qu'on augmente les chances de pouvoir faire manger à Jubi un réceptacle. Ishiki, c'était vraiment quelqu'un parce que Naruto a quand même utilisé le mode Baryon. Ça, avons-le. On a tous été surpris que ce soit dans le manga ou l'anime qui a sublimé ce passage. Ce qui est bien, c'est que Naruto prend moins de place dans l'intrigue principale et laisse plus d'espace à Boruto qui va encore plus se développer. Comme je disais, il a pris en maturité et c'est dû majoritairement à ça. Quand Ishiki les défait, je me dis, il nous avait quand même beaucoup montré. Qu'est-ce que ça va être plus tard? On était vraiment dans le flou complet parce qu'on n'est pas comme dans Naruto, on va dire, où t'avais l'Akatsuki, tu savais qu'il reste encore tel, il reste encore tel, il reste encore tel. Là, maintenant, l'intrigue, elle se base sur Code. Code dont on ne savait rien, que ce soit dans le manga ou que ce soit dans l'anime. Certes, on connaît rien de Code, mais lui aussi va se développer au même titre que Boruto. Donc en fait, les deux, chacun de leur côté, vont se développer. Ça fait que l'intrigue se renouvelle de nouveau avec deux nouveaux personnages, Eida et son frère Daemon. Mais cette intrigue, j'en parlerai beaucoup plus dans la deuxième partie. Les persos secondaires dans Boruto sont souvent intéressants, mais très décevants. Ils ont clairement un faible apport dans l'histoire, mais je vais m'occuper d'eux catégorie par catégorie. On commence par les plus proches de Boruto, les Kid 7. Alors Konohamaru, le sensei à la base, c'était sympa de le voir, mon grand frère spirituel, on voit ce qu'il est devenu. Bon, après on se demande, il a l'afro, il a pas l'afro. Il a montré de belles choses, hein. C'est un bon sensei, mais il a beaucoup été mis de côté, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais j'ai bien aimé ses démonstrations de force, mais il n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Sarada Mitsuki, par qui on commence? Allez, honneur aux femmes. J'ai rapidement changé d'avis sur elle. Au début, on va pas se mentir, elle était très cliché. Pleurnicheuse. Oh, c'est ma maman, c'est pas ma maman, c'est celle avec les lunettes. Où est mon papa? Qui est mon papa? Qui a failli la tuer, on le rappelle. Waouh. Après, peut-être que j'en attendais beaucoup pour une fille de 12 ans, mais j'ai fini par aimer sa droiture. Elle veut devenir Hokage, ce qui n'est pas le cas de Boruto, avec qui elle développe une certaine complicité qui me fait penser à celle qu'avaient Naruto et Sasuke. C'est vers la fin de leur aventure, style forêt de la mort, en mode t'inquiète, on se sait. Personnellement, j'attendais elle à un rôle plus majeur. On voit dans le manga que ça commence un petit peu à prendre cette direction et qu'elle a quelques prouesses à son actif. Là, je parlais que de l'anime quand ils sont allés en voyage scolaire à Kiri, ou même contre Buro avec le Tomoe ou même le Chidori. Donc globalement, j'en attends beaucoup plus d'elle. Mitsuki, son décès est lourd. Enfin, il est léger parce qu'il n'y a pas grand chose, mais la sanction, la peine sera lourde pour lui. Mitsuki, lui, c'est tout le contraire. Beaucoup d'attentes, mais peu de rendu. Il était intéressant pour moi parce qu'il venait du repère d'Orochimaru. Enfin, c'est une création d'Orochimaru. Mais son obsession pour Boruto m'a mis un petit peu mal à l'aise. Et ça en devient difficile de l'apprécier. D'autant plus qu'il n'a pas beaucoup d'apparitions. C'était clairement le plus fort. Il avait le mode Senin qu'il a souvent utilisé dans l'anime. Il parle de Boruto en tant que soleil. Et tu te demandes qu'est-ce que ça signifie. Le Mitsuki qui était avant lui, le
dit « Ah, tu as peut-être finalement trouvé ton soleil », mais c'est une intrigue qui n'est pas beaucoup développée. À voir dans la suite. Il y a une certaine scène là, ceux qui lisent le manga, quand Boruto il a fait ça, on a vu Mitsuki. En tout cas, pour conclure sur l'équipe 7, les deux jeunes ont quelque chose à proposer, mais le sensei... c'est fini. Maintenant, parlons des personnages secondaires de Konoha. Oh là 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 là. Il y en a quelques-uns qui arrivent à faire la diff, mais sinon... Commençons par la famille Uzumaki. Je ne parle pas de Naruto, mais des filles de la famille. Désolé de le dire, Hinata dans Naruto n'était déjà pas très intéressante. Dans Boruto, elle a encore moins. Elle mène certes sa vie de petite femme au foyer et tout, mais désolé, peu pour nous. Himawari, hein, la petite on l'aime bien. C'est la petite sœur du frérot Boruto. Est-ce que c'est trop tôt pour en attendre d'elle? Ceux qui ont lu le manga, on se sait. On se sait. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se profiler pour elle, mais j'en dirai pas plus. Même si elle a quand même mis KO Naruto lors de la cérémonie pour introniser Naruto en tant que 7e Hokage, j'ai pas trouvé ça très drôle puisque c'est pas lui qui a fini par être intronisé, mais Konohamaru qui s'est cloné en lui. Mais bon, c'est un autre sujet. Les genin de Konoha. À part Shikadai qui m'a bien plu, surtout dans l'anime, le bon ami de Boruto, avec qui ils font les 400 coups, mais le reste, zéro. Iwabe comme un imbécile et avec plein d'autres gens qui théorisait, on pensait que ça allait devenir Kawaki. Du coup, on avait des attentes face à lui. Carrément, dans le manga, je sais même pas s'il existe. Pareil pour Denki. Si je commence à m'attarder sur Denki, ce mec-là, avec son ordinateur, avec son père qui est entrepreneur, il m'énerve. Il est détestable. Je ne sais pas. Il est détestable. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je commence à déjà m'énerver contre les genin de Konoha. Le fait d'avoir des enfants de la précédente génération, c'est un pari risqué. Certes, c'est important de savoir quelle est la descendance de ces personnes-là, surtout qu'on a grandi avec eux. Mais sinon, en termes d'apport dans l'histoire, leurs enfants n'ont pas grand chose à raconter et surtout qu'on va forcément les comparer à leurs parents. Et ce pari n'a pas forcément marché. J'avais confiance, j'avais espoir en Inojin par exemple. Petit insolent, hybride. Quand je dis hybride, c'est que il a les techniques de son père, il a les techniques de sa mère. En fait, Endeavor serait même jaloux de Sai et Ino parce qu'ils ont réussi du premier coup. Shino Aburame. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas parce que c'est pas forcément montré dans le manga, mais Shino, il était prof à l'académie. Pour le côté positif des gens de Konoha, on a quand même Sai et Shikamaru, qui ont un rôle assez important dans Konoha, surtout lors des gestions de crise. Shikamaru un peu plus que Sai, mais c'est quand même là. Revenons sur Shikamaru parce qu'il me fait bien rire parce que lui, c'est vraiment le gars, il est là pour Konoha. Il prend à cœur son rôle de conseiller parce que le pressing qu'il fait sur Amado... C'est vraiment trop drôle. Le crépage de Chinois à chaque fois là, ça me fait trop rire. Ça m'amène à parler des autres personnages secondaires, ceux qui sont en dehors de Konoha. Ils sont beaucoup plus intéressants que ceux de Konoha justement. Notre expatrié préféré, Amado, grosse bouche, cigarette, lunettes, scientifique, intelligent. Il met tout le monde d'accord. Je pense que c'est un des personnages les plus aimés de l'œuvre. Il s'est facilement tiré son épingle du jeu. C'est un personnage emblématique de l'œuvre parce qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. On a Daemon et Ida qui ont des motivations qu'on pourrait penser puériles, qui le sont un peu, mais qui sont propres à eux et qui ne sont pas forcément incohérentes. Et ils font partie du renouvellement de l'intrigue, donc ils ont encore beaucoup de choses à faire et à raconter. Après, pour parler d'anciennes personnes, on a eu Delta, Kashin Koji, qui avait son lot de mystère. Comment ça se fait qu'il ait les cheveux blancs, il ait le Rasengan, crapaud. On avait aussi Ao, l'ancien ninja de Kiri, les séquelles de la guerre, un ninja qui avait besoin d'action, tu vois pas. En tout cas, tous ces personnages que je viens de citer étaient beaucoup plus intéressants que les ninjas de Konoha. Et là, je te parle de tout le monde. Sarada, Mitsuki, compris. Fin de la première partie. Pourquoi je décide de faire cette vidéo en 2 parties? C'est simple. À l'écriture de la vidéo, j'ai remarqué que ça ferait peut-être beaucoup à digérer pour un être humain. Et aussi parce que on est le 18 février 2023. Le chapitre de Boruto est censé sortir la semaine prochaine et je comptais m'appuyer dessus pour pouvoir faire ma 2e partie de vidéo. Parce que la manière dont les gens hype sur internet, je me dis non, je vais pas juste faire là maintenant avec ce qu'on a eu au chapitre 77. Et ce serait bête étant donné que ça marque un tournant dans l'œuvre de ne pas en parler, surtout si je cherche à déterminer si c'est un flop ou pas. Alors rapidement, de quoi elle va parler cette partie 2? Je vais clairement parler de l'anime, du manga, donc ça contiendra des spoils, les contre-succès de Boruto parce qu'il y en a plusieurs, donc en tout cas elle sera un peu plus spicy que cette vidéo là que je viens de faire. En tout cas, j'espère que ceux fâchés avec l'œuvre, ça vous aura un petit peu réconcilié ou alors que vous aurez vu les choses d'une autre manière. Ceux qui ont des choses à dire par rapport à cette vidéo, même si elle n'est pas encore complète, dites-le en commentaire, je serais ravi d'y répondre. Dites ce que vous n'aimez pas, dites ce que vous aimez, on prend tout. Juste quand vous parlez du manga, prévenez. D'ailleurs, ça me fait penser que sur Twitch, je regarde tous les dimanches à partir de 15 h l'arc code de Boruto. Du coup, n'hésite pas à t'abonner sur Twitch ainsi que sur tous les autres réseaux pour rester au courant, au
jus de ce que je fais. Et surtout, si la vidéo t'a plu, ça me ferait énormément plaisir que tu lâches ton like, que tu lâches ton abonnement et que tu laisses la cloche pour la prochaine vidéo parce qu'il y a une partie 2. Ça serait bête d'avoir regardé la partie 1 sans regarder la partie 2. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et reste branché du coup.